Mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver pour votre émission Le Débat. Nous sommes le 28 juillet 2016 et chaque 28 juillet de chaque année, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a décrété cette journée mondiale de lutte contre les hépatites. Ensemble donc avec l'Organisation mondiale de la santé, nous allons sensibiliser pour éliminer l'hépatite comme menace de santé publique d'ici à 2030. Et pour en parler, je reçois sur votre plateau le professeur Asiadome Koglevi. Le professeur Asiadome Koglevi est biologiste, microbiologiste, naturopathe et hépatologue. Il est également le président de l'ONG IRINA, Institut de recherche en naturothérapie. Professeur Asiadome, bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Comment allez-vous? Très bien, très bien. On va démarrer tout de suite, professeur Asiadome Koglevi, pour mieux comprendre ce que c'est que l'hépatite. Pour les personnes qui entendent parler d'hépatite, qu'est-ce qu'on doit comprendre? On doit comprendre que l'hépatite, hépatos en grec, ça veut dire foie. Et quand vous entendez it à l'affaire d'un mot, sur le plan médical, ça veut dire souffrance, inflammation, douleur. Donc, pour mieux dire les choses, hépatite, ça veut dire inflammation, douleur du foie. Donc, ça ne veut pas dire encore les causes, ça ne veut pas dire encore les conséquences, mais ça veut dire tout simplement inflammation, douleur du foie. Pour les personnes s'étonnent souvent d'être souvent malades, on ne parle que rarement du foie, mais quand vous me dites qu'une inflammation du foie, ça donne l'hépatite, est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter quand on sait que c'est un organe vital de notre système digestif? Ah oui, là, je peux vous dire, ce n'est pas seulement l'organe de l'appareil digestif. Le foie contrôle 19 maladies sur 20 et il contrôle plus de 500 fonctions. Donc, c'est le siège de notre vie. Et c'est les Anglais qui ont le meilleur nom qu'on puisse donner au foie. Ils l'appellent laiva, qui vient du verbe to live, qui veut dire vivre. Donc, si vraiment nous suivons ce qu'ils ont dit, ça veut dire que le foie est le siège de la vie. Et c'est dommage, vous venez de le souligner, c'est dommage que ni à l'école primaire, ni au secondaire, et peut-être même ni au tertiaire, à l'université, on met vraiment sous boisseau cet organe d'1,2 kg, 1,5 kg, qui est tout pour la vie. On le met sous boisseau et on ne l'enseigne pas du tout. Je ne suis même pas sûr qu'il y a un hépatologue dans le pays, et s'il y en a un, ça ne peut être que moi, et moi j'ai été formé sur le tas depuis près de 50 à 60 ans. Donc le foie est très... Je ne sais même pas quelle qualification lui donner. Vital? Vital, pour moi, je n'ai pas de mots. C'est-à-dire vital m'a l'air trop petit, et capital m'a l'air trop petit, crucial m'a l'air trop petit. Disons que le foie, c'est le roi, c'est l'empereur, c'est tout pour la vie. Et si vous voulez vivre longtemps, commencez d'abord par vous occuper de votre foie. Avant d'en arriver aux causes et aux conséquences, comme vous l'avez dit, professeur Asiadome Koglevi, qui vous connaît au Bénin, sait que vous êtes très impliqué dans les recherches en naturothérapie, vous êtes biologiste et microbiologiste. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser déjà au foie, aux différentes maladies du foie? Oui, vous savez, je vais en parler, c'est pas que je suis un pasteur. Et Dieu est merveilleux. C'est-à-dire quand il veut vous confier une mission, il vous fait goûter à la mission. C'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire que moi je suis né avec un foie très fragile, et très très fragile. Et vous voyez, cette cicatrice, ça veut dire que ma mère faisait des enfants qui ne survivaient pas. Les habicous, comme on le dit chez nous. Oui, chez nous on dit dikou. Dikou non. Donc tout ça a fait que j'ai commencé très tôt à prendre conscience du foie, et surtout avoir ce qui me met un peu en agression avec mon foie. C'est-à-dire, quand je mange quelque chose et qui ne va pas, je le ressens pratiquement tout de suite, et pratiquement je le catalogue comme ne faisant pas du bien à mon foie. Et comme ça, très tôt, j'ai commencé même pas à aider les gens. Dès qu'ils ont un problème de santé, comme je sais que certains aliments étaient très agressifs pour le foie, ne me faisaient pas du bien, je considère que lorsque quelqu'un a mangé quelque chose qui ne lui fait pas du bien, si c'est
un aliment que je connaissais. Je lui dis, ah tiens, il ne faut plus en consommer. Et j'avais même de petits médicaments, du charbon, certaines feuilles comme le Cassia siamea, c'est-à-dire la plante qu'on appelle communément chez nous acacia. C'est des plantes très tonifiantes pour le foie. Donc je commençais même par traiter les gens très très jeunes et j'ai continué ainsi. Et voilà un peu comment je suis arrivé. Et votre formation aidant, vous avez commencé par faire plus de recherches? Oui, bon, ayant fait la biologie et la microbiologie, donc je connais quand même un peu comment tous ces organes se présentent. Et ayant beaucoup travaillé dans l'agriculture, je connais quand même les plantes, un peu de plantes. Le peu dont je parle est déjà beaucoup. Et bon, mettant le tout mis ensemble, ça fait que je me suis dit que je serais très utile si j'appliquais ces connaissances des vertus des plantes au foie et à un certain nombre de maladies. Voilà comment je suis arrivé au foie. Pour les personnes qui ne comprennent pas, je sais pas, le lien entre votre présence dans ce studio et la journée mondiale de l'hépatite dont nous parlons, nous vous avons invité parce que déjà, non seulement vous faites des recherches, vous êtes impliqué dans la naturothérapie, vous êtes également un écrivain, vous avez sorti un livre, Seul le foie sauve, si je ne me trompe. Oui, bon, je sais pas. Entre autres livres. Entre autres livres, vous savez, j'adore écrire. Je ne sais pas si j'écris bien, mais vous écrivez quand même. J'écris. Et parce que je trouve qu'un des grands mots de notre pays, c'est que d'abord les gens écrivent très peu et ils lisent très peu. Alors je ne sais pas, pour en savoir plus sur les choses, il faut apprendre chez les autres, chez ceux qui ont quelques expériences de la chose. Et à force, en forgeant, on devient forgeron. À force d'apprendre, on devient un apprenant et ensuite un savant. Voilà. Professeur Aziadoune Koglevi, on va revenir maintenant aux hépatites B. Quelles sont les causes et les conséquences de l'hépatite? Les causes sont, si vous me laissez seulement aux hépatites, ça va aller très loin. Si nous disons quelles sont les je vous causes laisse des aux hépatites, mais virales, non, vous me donnez déjà les différentes formes d'hépatite virale. Voilà. Et maintenant, vous me dites les causes et les conséquences très brièvement. Très bien. Les hépatites virales, il y en a 7. Il y a l'hépatite virale A, B, C, D, E, F, G. Il y en a 7. Mais les deux virus qui nous intéressent le plus, parce qu'ils font énormément de dégâts, c'est le B et le C. Donc, vous avez l'hépatite virale B, l'hépatite virale C. Et quelles sont les causes et les conséquences? Les causes, c'est eux-mêmes, c'est les virus eux-mêmes qui sont les causes. Parce que quand ils vous infectent, ils ne trouvent rien d'autre à faire que d'aller squatter votre foie. C'est-à-dire le siège de votre vie. Et de commencer par faire la zizanie, par le détruire. Et tout ce qui détruit le foie est en train de détruire votre vie. Donc voilà un peu comment ça se passe. Quels sont les modes de transmission? Les modes de transmission, il y en a, pour le B, il y en a 8, pour le C, il y en a 1. On va citer. Pour le C, commençons par le C, c'est de sang à sang. C'est tout. Le B a les 3 modes de transmission du sida, à savoir le sexe, la mère à enfant et le sang à sang, plus maintenant la sueur, la salive, les boutons purulents, c'est-à-dire les boutons qui contiennent du pus, les urines et bien entendu les selles. Et à ce sujet, on aimerait bien, je donne un conseil très pratique à nos mères, à nos femmes qui préparent au bord des routes. Elles font du très beau travail social, mais il faudrait qu'elles couvrent beaucoup, qu'elles couvrent les aliments pour éviter que les mouches ne se posent là-dessus. Parce que beaucoup plus lorsque d'hygiène. les évacuations de sel sont faites et que les mouches se posent là-dessus, ces mouches, on ne sait pas toujours où elles vont après.
Et même dans nos maisons, il faut couvrir les aliments. Parce que quand la mouche se pose là-dessus, c'est des millions de virus qui posent là-dessus. Ça peut étonner les gens que je parle de millions de virus. Le virus, c'est l'être vivant le plus petit qu'il y a sur la Terre. Il faut le grossir 300, 500 fois pour le voir. Donc, la patte des mouches peut transporter des millions, vous ne pouvez pas en savoir. De toute façon, un seul, quand il rentre dans votre organisme et qu'il va dans le foie, il va faire des petits par réplication, il va faire beaucoup de petits et ça va devenir vraiment très très grave. Et donc voilà par exemple les modes de transmission. Quelques symptômes des hépatites B et C? Ah oui, ben les symptômes, le drame des hépatites B et C, c'est que ce sont des maladies qui sont très peu connues, mais malheureusement, elles ont en commun des symptômes avec deux maladies qui sont très connues, à savoir le paludisme et la fièvre typhoïde. Alors ça fait que souvent nos médecins confondent, quand on voit quelques traces de paludisme, quand on voit quelques traces de fièvre typhoïde, on commence par vous traiter et quand on finit, on se dit que vous êtes guéri alors qu'il y a autre chose, il y a l'hépatite virale que vous avez qu'ils n'ont pas soupçonné. Rappelez déjà les symptômes en question. Les causes, vous rappelez quelques symptômes. Vous avez les maux de tête, vous avez la fatigue générale, vous avez des bouffées de chaleur dans tout le corps ou dans une partie du corps. Vous avez les yeux qui sont jaunes, vous commencez par avoir des problèmes de vision. Vous avez des bourdonnements d'oreilles, vous avez la bouche salée, amère ou acide, vous avez des douleurs au niveau du cou, au niveau des épaules, au niveau des omoplates, au niveau de la colonne vertébrale, au niveau de la zone lombaire, c'est-à-dire au niveau de la hanche. Vous avez des douleurs au niveau de la poitrine, les femmes ont des douleurs au niveau des seins, au niveau des côtes, au niveau du ventre, au niveau des muscles, des articulations. Vous avez des fourmillements, des picotements, des pincements dans le corps. Beaucoup de symptômes. Vous avez des urines très jaunes, les yeux jaunes. Et à la limite même, les urines deviennent couleur Coca-Cola ou couleur café. Vous avez des problèmes d'évacuation des selles. Les selles sont très dures, donc vous êtes constipé ou très liquide. Vous avez des neuropathies, des crampes. Et puis vous crachez beaucoup, vous faites de l'hypersalivation et avec le sang, il peut avoir le sang là-dedans comme il peut ne pas en avoir. Vous pouvez avoir l'épistaxis, c'est-à-dire le sang qui coule des narines et puis à la limite, vous commencez par délire. Vous pouvez aller jusqu'à la folie. Avec l'hépatite. Avec l'hépatite. Vous pouvez aller à la démence, à la folie, et vous pouvez avoir aussi l'instinct, en somme, le désir de tuer quelqu'un. C'est-à-dire, oui, vous pouvez passer à la criminalité, carrément. Vous savez, quand on s'en occupe, quand les gens entendent, ils se disent, pourquoi le professeur lui parle tout le temps de choses là, c'est pas que nous parlons tout le temps. C'est un problème très sérieux, et les choses sérieuses, il faut les prendre sérieusement. C'est nous qui avons raison de prendre ça très sérieusement. Il ne faut pas penser qu'on le fait par caprice ou parce qu'on veut se faire un nom ou quoi que ce soit. De toute façon, moi, je n'en ai pas besoin. Je dors très bien dans mon lit déjà. Et quand on vous écoute, on se rend compte aisément que les hépatites sont très dangereuses, et d'où la nécessité, selon l'OMS, d'instaurer une journée et de déclarer cela comme une maladie de santé publique alors. Absolument, parce que je n'ai pas tout dit. Parce que l'aboutissement, c'est la cirrhose, à savoir une destruction totale du foie, ou partielle. Mais déjà partielle, vous êtes mort. C'est un cancer, c'est ça? La cirrhose du foie, c'est un cancer? Non, pas du tout. C'est différent. La cirrhose du foie, c'est quand le foie, c'est-à-dire les cellules du foie, sont en partie détruites ou sont détruites. Et le cancer, c'est une multiplication anarchique des cellules du foie qui est le cancer. Ça aussi, c'est fini, vous êtes terminé. Donc l'hépatite amène à la cirrhose du foie? L'hépatite amène à la cirrhose du foie, amène au cancer du foie, ou les deux à la fois. Et c'est sûr que c'est la mort assurée? C'est la mort,
vous avez déjà votre quitus pour aller dans l'autre monde. D'accord. Que faire quand on ressent ces symptômes, professeur Koglevi? Ou tout au moins l'un de ces symptômes, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Quel comportement on devrait avoir? Pas l'un de ces symptômes. Disons, quand on ressent un certain nombre de ces symptômes, ce qu'il y a à faire, c'est de faire le dépistage. Et c'est ce que nous disons. Oui, mais bien sûr. Parce que ça peut être autre chose. Allez d'abord faire le dépistage. Faire des tests pour s'assurer que ce n'est pas ça. Nous sommes dans la zone endémique. La zone endémique va depuis la zone subsaharienne, c'est-à-dire au-dessus du Sahara, c'est-à-dire tous les pays sous le Sahara, jusqu'en Afrique du Sud-Est. Et donc, toute cette zone-là, c'est la zone endémique. Alors, quand vous êtes dans cette zone-là, il est bon que les autorités comprennent que le danger du sida, moi j'ai toujours dit que le sida n'arrive pas à la cheville de l'hépatite B. Il y a une maladie plus dangereuse, non, l'hépatite? Ah non, écoutez, le sida n'arrive pas à la cheville. Et la preuve, c'est que l'hépatite B est 50 à 100 fois plus contagieuse que le sida, que le virus du sida. Donc, moi je dis, aujourd'hui, nous avons un challenge, un défi à relever en matière de couverture sanitaire. C'est l'hépatite B et C. Professeur Koglevi, au Bénin, à combien de pourcentage chiffrez-vous déjà les personnes atteintes d'hépatite? Nous, d'ailleurs, le dépistage gratuit que nous avons déclaré, c'est vous faites un dépistage gratuit? Ah oui, on fait un dépistage gratuit pendant tout le mois de juillet. Vous arrivez maintenant chez moi, au centre, dans l'ONG, vous verrez près de 200 personnes. On n'a même pas de chaises pour pouvoir les accueillir parce qu'on n'en attendait pas autant. Les gens ont peur. Donc tout le mois de juillet, nous l'avons consacré au dépistage gratuit. Ce que nous demandons, c'est pas compliqué. C'est que tout le monde connaisse son état sérologique. Aux populations. Oui, aux populations. C'est que tout le monde connaisse son état sérologique par rapport au virus de l'hépatite B. Si vraiment c'est montré, c'est patent que vous n'avez pas le virus de l'hépatite B, vous courez au centre de santé pour faire la vaccination. À la CM, vous faites la vaccination. Le B au moins a un vaccin. C'est le C qui n'en a pas encore. On récapitule. Donc, si je me lève aujourd'hui et que je me fais dépister et que je n'ai pas l'hépatite, j'ai la possibilité de prendre un vaccin. Oui, vous avez la possibilité d'aller vous pour faire me prévenir. Vacciner. Oui, d'aller vous faire vacciner pour vous protéger. On va vous donner les rappels, on va vous donner quand est-ce que vous viendrez faire le rappel et ça vous permet vraiment d'être, disons, protégé, je dirais presque à vie. Et dans le cas où j'ai l'hépatite, je peux m'en sortir? Où vous avez l'hépatite, dans le vieux temps, on disait que les hépatites B et C sont incurables, qu'on ne les guérit pas, et beaucoup de médecins continuent de le dire. Mais aujourd'hui, moi je sais que Dieu que j'adore ne peut pas avoir une maladie sur sa terre qui tue ces hommes et ces femmes, et que cette maladie n'aura pas de remède. Donc aujourd'hui, au niveau de notre ONG, nous avons mis au point un traitement contre les hépatites B et C qui marche très très bien. Nous sommes les seuls aujourd'hui au monde à pouvoir le déclarer. Ça fait plus de 5 ans, 6 ans que je le dis, je n'ai pas encore vu de contradicteur. Donc vous venez nous voir et puis nous vous guérissons. Voilà, c'est tout aussi simple que ça. Professeur Aziadonokroui, pensez-vous qu'une journée de l'OMS suffira à sensibiliser suffisamment les populations à se prévenir contre cette maladie? Non, bon, au moins l'OMG l'a fait. Vous avez vu que nous avons pris tout un mois pour faire le dépistage, mais ce dépistage, ce n'est pas que le dépistage gratuit, c'est en même temps la sensibilisation et l'information sur le mal. Parce que quand vous venez chez nous, on vous donne un référentiel des symptômes des hépatites B et C. Déjà, vous prenez connaissance de ça de telle manière que quand les gens ils remplissent déjà la fiche, ils se disent attention, et il est possible que j'ai l'hépatite, et ils viennent même pour se faire soigner avant même d'avoir les résultats. Donc une manière déjà de sauver le peuple pour qu'on ne meure plus par manque de connaissances. Donc cette journée, c'est heureux. Et nous disons bravo et merci
à l'OMS. Oui, Le problème est que, c'est-à-dire, c'est nous-mêmes, c'est le pays maintenant qui doit continuer la dynamique qui vient d'être posée. Ce qui m'amène à vous demander, l'OMS. qu'est-ce que vous attendez des autorités sanitaires de Lima? Ben, les autorités sanitaires, il n'y a pas que les autorités sanitaires, de toutes les autorités, et en premier chef, bien entendu, le premier citoyen du pays, le président de la République. Et il faut que ces maladies-là deviennent une préoccupation, un défi national. Vous voulez qu'on crée un programme comme pour le paludisme, la tuberculose et autres? Bien sûr qu'il y ait un programme national et qu'on puisse vraiment... Bon, je sais qu'il semble qu'il a été demandé à quelqu'un de commencer par travailler là-dessus. Nous disons bravo, parce que ce n'est pas une petite ONG comme la nôtre à qui il faut laisser ce travail-là. Certes, nous faisons ce que nous faisons et nous le faisons très bien, mais nous n'avons pas les moyens pour pouvoir le faire comme nous aurions voulu. Et le Bénin, c'est 112 000 km² avec près de 10 millions d'habitants. Ce n'est pas en faisant le dépistage pour 2000 personnes, comme on est en train de le faire maintenant, qui va faire quelque chose. Mais les 2000 personnes, c'est beaucoup, c'est quelque chose parce que c'est 3000 francs. Nous faisons le dépistage à 3000 francs. Nous sommes encore le moins 10 ans sur la place pour les grands laboratoires parce que certains vont jusqu'à 5000. Mais si vous multipliez 3000 francs par 2000, vous voyez 6 millions. Mais 6 millions pour moi aujourd'hui à l'ONG IRINA, c'est beaucoup d'argent. Mais nous le faisons et nous ne le comptons pas. Nous ne disons pas que nous avons perdu de l'argent parce que tout ce que tu fais pour l'humain n'a pas de prix. Il n'y a rien de plus grand que de sauver des vies. Oui, il n'y a rien. La vie n'a pas de... On ne peut pas quantifier ce que vaut la vie. La vie, c'est la vie. Professeur Aziadone-Koglevi, au-delà du dépistage, au-delà de la sensibilisation, au-delà également de l'hygiène que vous demandez aux bonnes dames et aux populations générales, quel autre comportement sanitaire, alimentaire doit-on avoir pour éviter ne serait-ce que cette maladie? Pour éviter, oui, pour peut-être ne pas l'aggraver si vous l'avez, oui, bon, nous avons mis au point, nous avons écrit un document qui est... sur l'hépatite? Sur les aliments qu'on doit consommer pour maintenir son foie en bonne santé. Et puisque l'hépatite fait partie des maladies du foie et que nous travaillons sur les maladies du foie, nous ne travaillons pas que sur l'hépatite, nous avons écrit un petit livre de rien du tout, mais qui vous donne tout. Ce livre repose sur 4 piliers. Premièrement, pas d'alcool et pas d'alcool du tout parce que l'alcool est vraiment très très mortel pour le foie. Pas d'alcool. Pas de sucrerie. Et je dis, il n'y a pas de petit alcool. Même la bière qui dose peut-être 4 à 6% de volume d'alcool, c'est de l'alcool. Le tchoukoutou, tout ce qui contient de l'alcool, il faut l'éviter. Même si c'est local. Les sucreries, oui, local. De toutes les façons, tous les alcools. L'alcool, c'est l'alcool. Et pas de sucrerie parce que le sucre, le saccharose est très mauvais pour le cerveau, mauvais pour le cœur, mauvais pour le foie, mauvais pour les reins. Moi, je crois que vraiment, il faut éviter toutes ces choses-là. Mauvais pour tout l'organisme. Et bien entendu, les aliments ou le sucré ajouté, tels que les biscuits, les gâteaux, les pains, etc., il faut les éviter. La deuxième chose, c'est les huiles. Les huiles sont vraiment mortelles pour le foie. Les huiles sont très très difficiles à digérer. Tout ce qui est difficile à digérer par le foie, tout ce qui fatigue le foie est mauvais pour votre santé générale. Donc les huiles, pas d'huile. Moi, je suis une illustration de la chose. Ça fait près de 50 ans qu'on ne met pas une goutte d'huile dans tout ce qu'on me prépare. Qu'importe l'huile. N'importe quelle huile. Il n'y a pas de bonne huile. Il n'y a que des huiles meilleures que d'autres. L'huile, c'est l'huile. Il n'y a pas de viande. Pas de viande. La viande a 2 grands défauts. Elle est très très difficile à digérer et de 2 façons, elle contient trop de poison. Vous savez que c'est le foie qui détruit les poisons dans le sang. Alors, si vous envoyez quelque chose qui est trop difficile à digérer et qui contient trop de poison, vous fatiguez énormément le foie. Mais nous conseillons des poissons et pas tous les poissons.
Les poissons d'eau douce, il faut les éviter parce qu'ils sont très riches en protéines et trop riches souvent en graisse. Nous conseillons les poissons d'eau de mer, les petits poissons tchèques, autres là, etc., les dolévilles, les aouévilles, etc. C'est bon. Et la quatrième chose que nous conseillons, que nous demandons aux gens de bien suivre, c'est les amidons. Les amidons sont vraiment... Nous sommes dans des pays d'amidon et on en consomme énormément. C'est dramatique pour le sang, pour l'organisme. C'est dramatique. Alors, qu'est-ce que nous préconisons? Il y a 2 technologies qui nous permettent de manger les amylacées, c'est-à-dire les produits contenant de l'amidon, sans trop avoir les dégâts de l'amidon. C'est la fermentation. C'est-à-dire la cassa que nous avons dans nos aliments est extraordinaire. Diététiquement, c'est au point, c'est 10% d'amidon, c'est bon. Et cet amidon, cette acassa a un goût acidulé. Le goût acidulé est dû à l'acide acétique qui est du vinaigre. Donc la fermentation transforme une partie de l'amidon en acide acétique, donc en vinaigre, et appauvrit en amidon le produit, la matière première, le produit de départ. Et le produit final est pauvre. La deuxième technologie, c'est la torréfaction. On torréfie, c'est-à-dire on grille la farine. Si c'est la farine de céréales, maïs, sorgho, mil, etc. Si c'est le maïs, nous devons la torréfier jusqu'à ce que ça passe de la couleur blanche à la couleur beige, la couleur kaki. Dès que ça a la couleur beige, nous pouvons faire la pâte avec, nous pouvons faire... on peut faire ça aussi avec la pâte de maïs, la farine de maïs? Oui, la farine de maïs. La farine de maïs, la farine de maïs, la farine de sorgho, la farine de mil. Il n'y a pas de problème. On peut faire la pâte, on peut faire la pâte rouge, mais il faut couper beaucoup d'oignons là-dedans parce que l'oignon cuit dégage un peu d'huile qui donne l'impression qu'il y a de l'huile. Parce que psychologiquement, c'est pas beau de ne pas pouvoir avoir son améor correctement. Et puis vous pouvez boire la cru fermentée là. Dès que la bouillie est fermentée, vous pouvez la boire. Mais ceux qui ont l'ulcère de l'estomac et qui ne supportent pas l'acidité, eux, ils peuvent torréfier la farine et faire leur bouillie. Et la meilleure boisson? La meilleure boisson, c'est de l'eau. De l'eau potable et de l'eau prise au robinet. Il ne faut même pas mettre ça au frigo parce que ce n'est pas bon. Voilà. Professeur Koblevi Azadomé, merci pour ces nombreux conseils. Je vous résume très rapidement. Pas d'alcool, pas de sucre ajouté, de sucreries, d'huile, de viande, plus de poisson, d'eau douce, plus d'amidon. C'est les conseils que vous donnez. Il ne faut jamais se fier à ces aliments-là. C'est très dangereux pour l'organisme, pour le cœur, pour le foie. Et donc, source d'hépatite, si on peut le dire ainsi. Maintenant, ce qu'il faut faire, ce qui est bon à adopter comme comportement, il faut aimer les produits torréfiés ou fermentés. La cassa, par exemple, consommer beaucoup plus d'oignons, prendre des bouillies et boire suffisamment d'eau, mais pas de l'eau glacée. Non, pas de l'eau glacée. Et j'ajouterais même qu'il faut consommer beaucoup de crudités, beaucoup de légumes, beaucoup de tout ça là, mais non plongé dans de l'huile. Et il faut prendre beaucoup de fruits, beaucoup de fruits. On en a plein dans notre pays. Il faut en user parce que c'est le médicament et la nourriture du foie. Merci beaucoup, professeur Koblevi Azadomé. Je rappelle que vous êtes biologiste, microbiologiste, naturopathe, hépatologue et président de l'ONG IRENA, Institut de recherche en naturothérapie. Avec vous, nous avons parlé des hépatites, notamment B et C. Nous sommes aujourd'hui le 28 juillet, journée mondiale de l'hépatite déclarée par l'OMS. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre émission, le débat de ce jour. Nous espérons vous avoir été utile pour que véritablement, ensemble avec l'Organisation mondiale de la santé, nous puissions sensibiliser, éliminer, pourquoi pas l'hépatite B comme danger de santé publique d'ici à 2030. D'ici là, prenez soin de vous. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné. À très bientôt.